Bienvenue à la capsule hebdomadaire Tant qu'à faire présentée par Moito et Mindset. Parce que votre temps c'est de l'argent, tant qu'à faire des affaires, aussi bien les faire. Bonjour Anne-Marie, donc on est de retour. On avait fait une capsule ensemble dernièrement au sujet des différentes formes juridiques d'entreprise. Dans cette capsule-là, on avait un peu survolé, je pense, la notion de salarié, de travailleur autonome et d'actionnaire. Aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre dans le sujet beaucoup plus spécifiquement. Donc, Anne-Marie, je vais te laisser te présenter pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière capsule, puis on va commencer à parler de tout ça. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Anne-Marie Granger, je suis comptable chez Raymond Chabot Grant Thornton et je travaille en grande majeure partie avec des petites et moyennes entreprises sous différentes formes juridiques, entre autres travailleurs autonomes ou bien incorporés dans la grande région de l'Outaouais. Super. Donc, merci pour la présentation de Marie. Donc, juste pour faire un petit rappel, les capsules Tant qu'à faire, c'est du contenu éducatif pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes gens qui souhaitent se lancer en affaires ou ceux qui se sont déjà lancés en affaires. Notre objectif, c'est d'éclairer sur des sujets qu'on n'entend pas souvent parler ou des sujets qu'on entend parler, mais qu'on ne comprend pas nécessairement beaucoup. Fait que notre objectif, c'est d'éclairer sur ces sujets-là. Donc, si on commence par le salarié. Donc, le salarié, il est qui? Comment est-ce qu'il est rémunéré? C'est quoi les impacts au niveau de l'impôt fiscal? C'est quoi que ça implique au niveau de l'entreprise plus globalement d'avoir les salariés? Un salarié, à la base, c'est, je te dirais, la grande majeure partie des Canadiens. C'est-à-dire qu'ils sont des employés d'une entreprise et se font verser un salaire à tous les semaines, à tous les 2 semaines, selon la convention ou les politiques de cette entreprise-là. Dans un contexte de corporation, petite entreprise, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'un salarié peut être propriétaire de l'entreprise et se verser un salaire avec un T4 à la fin de l'année, tout le kit. L'entreprise qui est lui-même va verser à tous les mois des remises au gouvernement, les taxes qui vont avoir été perçues des employés ou de l'employé, etc. Et va, à la fin de l'année, générer un T4 comme à l'habitude qui va rapporter sur son rapport d'impôt personnel. Donc, la personne salariée, c'est un salaire qu'elle reçoit à tous les 2 semaines, à tous les semaines, peu importe. Puis, dans certains cas, c'est à tous les mois. Un salaire préétabli par la capacité de l'entreprise de verser à tous les mois, 2 semaines à la semaine, etc. Et qui va donner le résultat d'un T4 à la fin de l'année. Parfait. Et puis, si on parle un peu du travailleur autonome, parce que ça, c'est un point que je pense que c'est important d'éclaircir et de bien préciser. Les travailleurs autonomes n'ont pas la même rémunération que les salariés. Non. Dans le sens que, comme je t'expliquais tantôt avant de commencer la vidéo, moi, je faisais affaire avec une adjointe pour ma compagnie. Cette adjointe-là me chargeait un certain taux horaire. Le taux horaire, c'est pas, mettons, quelqu'un qui est payé, on va dire, 50$ de l'heure. Salarié, c'est pas la même chose qu'il y a des honoraires facturés à 50$ de l'heure. Donc, c'est d'un peu essayer de faire le parallèle entre les deux puis d'expliquer comment on peut calculer ça. Si tu es travailleur autonome, comment tu fais pour définir un peu le taux que tu vas facturer tes clients puis comment tu peux t'attendre à ce que toi sois capable de te rémunérer par la suite? Parce que c'est certain que c'est pas parce que tu vas me facturer 45$ de l'heure que je m'attends à ce que ton 45$ de l'heure fois 52 semaines par année, là, tu sais. Oh non, absolument. Puis ça, c'est un excellent point, Molly, parce que justement, c'est probablement la chose qui est la plus difficile pour les jeunes entrepreneurs, c'est parce qu'eux autres, ils savent combien qu'ils veulent faire, mais souvent, la recette ou les ventes, le revenu de l'entreprise n'est pas capable de supporter leur objectif ultime dès le départ. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive dans un contexte, là, on va parler que ça soit incorporé ou pas, on a besoin pour vivre, on va dire, de 2000 $ net à tous les mois. Bon, mais ça, 2000 $ net, c'est vraiment, mettons, 3500 brut. Bien, 3500 brut veut dire qu'il faut que j'aille gagner, je ne sais pas moi, 4000 $ brut dans les revenus de mon entreprise, que ce soit travailleur autonome
ou au niveau de la corporation, parce qu'avant que la corporation ou l'entreprise réussisse à me verser quoi que ce soit, elle doit en premier lieu payer les déductions à la source. Donc, ça part de l'assurance emploi, ça part du RRQ ou du CPP, le QAP si on est au Québec, toutes ces choses-là. Puis après ça, le salaire en tant que tel. Puis après ça, elle est prête à me verser quelque chose. Non, c'est ça. Donc, avant qu'on arrive à ce point-là, bien, il faut que j'aille gagner au moins 4 000 Maintenant, mon 4 000 il faut qu'il soit. J'ai besoin de plus que ça, évidemment, parce que j'ai un loyer peut-être, j'ai un cellulaire que je dois payer, j'ai d'autres obligations sans doute, mon comptable, ma papeterie, mes autres dépenses d'affaires. Donc, quand que je regarde ou que je fais le calcul à rebours, puis que je dis, OK, je gagne 4 000 $, je suis gros dur, c'est pas vraiment 4 000 que ça nous prend. C'est peut-être plus dans l'ordre de 7 à 10 000 pour que je sois capable de couvrir toutes mes dépenses que j'ai dans mon entreprise. C'est ça. Si je mets le revers dans mon travailleur autonome, c'est la même chose. La seule différence, c'est que lui, il n'y a pas un T4 à la fin de l'année. Lui, il va avoir l'espèce de comptabilité entre mes revenus, mes dépenses, puis la différence, ça, c'est mon gagne-pain. Ça, c'est qu'est-ce qui me reste à moi. Donc, si on prend un chiffre concret, puis je dis, OK, j'ai fait 250 000 cette année, puis on va prendre un plus petit chiffre pour nos petits entrepreneurs. Mettons que j'ai fait 60 000 de revenus bruts, puis que j'avais, je ne sais pas moi, 20 000 de dépenses, bien, il me reste un 40 000 sur lequel je vais être imposée. Donc là, si je prends un taux d'imposition, on va dire un chiffron, le 20 bien 20 de mon 40 000 qui me reste, bien ça, c'est 8 000 qu'il faut que je prévoie à verser à Revenu Canada et Revenu Québec pour mes impôts personnels. Ça vient à même des recettes que j'ai reçues au fil de l'année. C'est ma responsabilité de m'assurer que je n'ai pas dépensé le plein 40 000, mais que j'ai seulement dépensé, dans le fond, à peu près 30, parce que sur mon 40 000, il va falloir que je m'auto-cotise sur l'assurance parentale si je suis au Québec et aussi le RRQ ou le CPP, dépendamment dans quelle province je suis. Donc, exactement. Il faut prévoir ces coûts-là à même ces profits-là. Exactement. Puis, il y a aussi, si ton entreprise est assujettie à la TPS-TVQ, il faut prévoir aussi ces montants-là parce que souvent, on va avoir plus de revenus que de dépenses. Bien, des fois, quand les gens commencent, c'est l'inverse, mais bon, souvent, il y a plus de revenus que de dépenses, donc forcément, il y a des TPS-TVQ à payer. Donc, c'est de prévoir ça aussi. Et souvent, la facture est taxable. Je veux dire, tu vas percevoir des taxes là-dessus, comme tu vas en payer sur tes achats. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'il y a toute une gestion des liquidités à faire. On ne peut pas penser que parce que tu charges 45$ de l'heure, que c'est ce que tu es capable d'utiliser pour toi après. Donc, si on veut utiliser une formule simple, là, OK? Sur les revenus qui sont gagnés par un travailleur autonome, OK? Généralement, moins les coûts directs, là, OK? La marge de profit brut, donc on parle de la vente, moins le coût direct de la patente qu'on vend, mettons. Disons que ma marge est 10 000. Généralement, moi, je prévois à peu près 10 à 15 pour les dépenses. OK? Après ça, je prévois un 25 à 30 pour l'impôt. Puis la TPS, TVH, TVQ, moi, j'encourage les gens qui sont un peu maladroits et qui n'ont pas d'expérience de mettre ça dans un compte séparé. Oui. Donc, de cette façon-là, ils ne touchent pas, ils ne voient pas, ça fait pas partie de leur cash flow normal. Ils prévoient là, de garder là, 25 à 30 pour les impôts personnels. Donc, dans le fond, si je prends mon 10 000, j'enlève 10 à 15 1500 pour mes dépenses. Là, je vais enlever un autre 2 000 quelques pour mes impôts. La balance, là, ça, c'est qu'est-ce qui me reste. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je peux dépenser. Parce que j'ai prévu pour mes dépenses, ma taxe. Là, ça, c'est mon gagne-pain. C'est ça, exactement. C'est pour ça aussi que c'est important de faire affaire avec des professionnels pour être capable de bien déterminer ce montant-là. Effectivement. C'est difficile des fois de savoir, surtout quand tu es dans le domaine du service, combien tu vas gagner. Donc, les gens qui commencent, surtout les gens qui commencent, dans le domaine du service, même aussi dans le domaine de la vente en ligne et tout ça, tu sais, il y a des facteurs externes qu'on ne peut jamais prévoir. Tu sais, comme par exemple, la COVID, dans beaucoup de, mettons le sport, l'entraînement à la maison, l'industrie a fait une éruption volcanique vraiment intense, mais pour d'autres commerçants comme les cafés, les restaurants, là, c'est beaucoup plus dramatique. Donc, c'est super important
d'être capable de prévoir un peu ces choses-là. C'est sûr que des fois, c'est complètement imprévisible, mais quand même, là, si on peut déjà avoir une base pour le calculer, prévoir ces sommes-là de côté, ça nous évite des mauvaises surprises. Absolument. Maintenant, mettons qu'on parle de l'actionnaire. Donc là, lui, c'est le big guy qui fait pas mal d'argent, on va dire, là. Puis lui, il se verse pas de salaire. Non. Lui, il se paye en dividendes. Comment ça marche? Bien, généralement, c'est pas une... Avant qu'on détermine qu'on va rémunérer une personne juste à titre de dividende, on fait le tour du terrain un peu. Parce que j'aime pas ça quand on dit qu'on rémunère les gens par dividende, parce qu'un dividende, c'est une distribution des bénéfices non répartis d'une entreprise. À la fin de l'année. À la fin de l'année ou au quart ou peu importe. Ce n'est pas une forme de rémunération. Si on regarde là, dans le dictionnaire, puis même dans la loi de l'impôt, une rémunération, c'est vraiment défini par un T4, un salaire versé de façon ponctuelle. Un dividende, c'est déclaré des fois au quart, des fois à l'année, peu importe. Puis ça, c'est un montant qui est sorti des bénéfices après impôt. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de dépense à la corporation. Donc, si on prend notre exemple de j'ai mes revenus, j'ai des dépenses, j'ai un profit, mettons, de 40 000, il faut que je paye mes impôts là-dessus. Et mettons qu'on met un taux d'imposition de 20 bien, sur un profit avant impôt de 40 000, bien là, il me reste 32 000 sur lequel je peux soit réinvestir dans l'entreprise ou je peux distribuer à mes actionnaires. Donc, les gens, souvent, vont préconiser que c'est moins cher de se payer par dividende que de se payer par salaire. C'est vrai jusqu'à un certain point. Par contre, parce que justement, avant de distribuer le dividende, bien, il fallu que je paye mon impôt corporatif. Donc, j'ai quand même déjà payé un premier 20 d'impôt sur le premier 40 000 qui a été généré par l'entreprise. Puis là, je vais me verser un dividende. Puis je vais me payer, je vais verser ou payer de l'impôt sur mon 32 000 que j'ai mis. Puis, regardons, je vais avoir payé peut-être un 25 à 30 puis là, il y a des différents taux là, pour les dividendes, etc. Mais on va avoir quand même payé un certain montant d'impôt sur le dividende. Est-ce que le revenu de dividende ne me donne pas? Me donne pas l'opportunité de créer de l'espace dans mon REER, me donne pas du revenu actif sur ma déclaration d'impôt, me permet pas de déduire des frais de garde qui peuvent être assez chers dépendamment de l'âge de vos enfants. C'est pas la base. Plusieurs compagnies d'assurance de salaire invalidité ne considèrent pas nécessairement les dividendes comme étant une forme de rémunération non plus sur laquelle les gens peuvent s'assurer. Donc, c'est vraiment... Ça dépend si cette forme de rémunération-là ou de distribution-là fait du sens pour l'individu au moment où il décide que c'est juste des dividendes qu'il veut recevoir. Ça a des impacts. Et quand je n'ai pas de revenus actifs, je ne contribue pas non plus dans le Fonds de pension du Canada ou de la RRQ non plus. Là. C'est ça. Puis c'est quand même un terme qu'on entend souvent. Tu vas te verser des dividendes, puis le fameux transfert bancaire à chaque 2 semaines dans le compte direct là, du compte business au compte personnel. Oui. C'est quoi l'impact à la fin de l'année de ces 10 transferts-là? C'est sûr que c'est un peu comme on parlait tout à l'heure quand on parlait de travailleurs autonomes qui, à la fin de l'année, a fait un 40 000 puis qui n'a pas prévu son impôt, qui a dépensé le plein 40 000. Bien, c'est parce que là, si j'ai fait un transfert à tous les 2 semaines ou peu importe, 2 000 à tous les 2 semaines, puis que ça, c'est ma forme de rémunération, mais est-ce que la personne qui a reçu le 2 000 par 2 semaines a prévu un 30 d'impôt sur son 2 000 pour qu'à la fin de l'année, quand on lui octroie son T5 puis qu'elle rapporte ça sur le rapport d'impôt, elle est en mesure de payer l'impôt qui vient avec. Parce que quand on verse ces montants-là, ça, là, c'est net, c'est considéré net, là. C'est ça. Puis à l'état des résultats, dans le fond, les revenus moins les dépenses, ces transferts-là, ça ne fait pas partie des dépenses. Donc, à la fin imposée, tu as vraiment encore ce montant-là qui est là, puis ton impôt est calculé dessus, là. Oui. Donc, avant de parler d'un dividende, il y a ce montant-là qui va se faire imposer, puis c'est le reste de tout ça après ça qui va dire, OK, est-ce qu'on a un profit ou une perte? Est-ce qu'on peut-tu se verser des dividendes? Et c'est à faire super attention.
C'est sûr. Il y a on a la capacité également, quand on fait cette évaluation-là avec les gens, c'est pour ça que ce n'est pas un one size fits all. C'est pas tout un, tout l'autre. C'est vraiment, souvent, on dit aux clients, quand on a des clients qui ont la même profession, on dit souvent que surtout puis je ne veux pas pointer du doigt les médecins, mais souvent, ils se parlent souvent dans les corridors, puis mon comptable me dit ci, puis mon comptable me dit ça, puis pourquoi nous autres, on ne fait pas ça, puis pourquoi nous autres, on fait ça comme ça, puis ça suscite beaucoup de questionnements, mais c'est parce que ce n'est pas un one size fits all. La façon que je vais rémunérer personne A va dépendre de facteurs qui vont être indépendants de la personne B, par exemple. Donc, il faut vraiment discuter de ça, pas avec des gens qui ne connaissent pas ton profil ou quoi que ce soit. Tu discutes de ça avec ton comptable, où est-ce que lui va faire l'évaluation de la situation, va te dire le pour et le contre de faire. Et dans certains cas, on fait une combinaison, c'est-à-dire qu'on va verser un salaire à l'actionnaire comme un salarié. Et également, on va complémenter sa rémunération avec une déclaration d'un dividende à la fin de l'année ou au cours de l'année. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je pense que c'est important de le mentionner parce que, oui, un actionnaire peut être salarié. Des fois, on dirait que c'est quelque chose qui, dans la tête des gens, ne connectent pas ensemble. Tu es actionnaire, mais tu es salarié, comment ça? Il y a certains profils qui ont plus avantage à être salariés dans leur entreprise, comme le mien, par exemple. Je pense que mon profil correspond bien dans le type salarié parce que moi, je suis jeune, je pense. Je n'ai pas nécessairement beaucoup d'actifs. J'ai pas extrêmement beaucoup d'argent de côté. Donc, c'est bien pour moi d'avoir cette sécurité-là, un peu les avantages qui viennent avec le fait d'être salarié, sauf une personne qui est plutôt investisseur, qui gère beaucoup de liquidités, qui est impliquée dans plein de projets. Peut-être à ce moment-là, des fois, que ça peut être plus avantageux pour elle d'être dans les autres souliers. Des fois, des deux souliers, tu sais. Moi, je peux transitionner d'un soulier à l'autre, puis à un moment donné, je vais me retrouver un pied dans chaque soulier. Donc, je pense que ça éclaire bien la question. Puis, comment est-ce que tu ferais quand tu as des revenus spécifiques? Souvent, il y a dans les entreprises de services, moi, je suis capable de dire que j'ai certains revenus qui sont récurrents. Je suis capable de donner un montant quand même assez précis sur comment je sais que je vais être capable de faire dans une année. C'est sûr que ça va fluctuer un peu à la hausse, à la baisse à certains mois. Mais en général, je suis capable d'avoir une bonne photo. Puis, dans une entreprise de service aussi, les dépenses sont plus faciles à prévoir. Je pense que dans une entreprise qui vend des produits, qui fabrique des produits ou qui fait d'autres activités là, commerciales, je pense que dans des entreprises de service, peut-être des fois, les coûts sont un peu plus bas aussi. Donc, comment est-ce que tu peux prévoir le montant qu'à la fin de l'année, tu dois garder dans ton entreprise? Puis comment tu es capable de dire, OK, je rémunère de cette façon-là X montant, puis je rémunère de cette façon-là X montant? Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Bien, puis c'est une très bonne question, puis c'est une question qui est très personnelle et très, comment je dirais bien, individuelle, comme spécifique à l'individu et à la personne. Parce que la première chose qu'il faut établir quand on détermine combien qu'on va rémunérer ou combien qu'on va sortir de l'entreprise, la première chose, c'est on se regarde personnellement. Je dis souvent aux gens, faites vos devoirs. Souvent, je vais leur dire, avez-vous un budget familial? Là, les gens me regardent comme si j'ai 3 têtes. Puis après ça, je leur dis, savez-vous combien d'argent vous avez besoin sur une base mensuelle sur laquelle vous devez rencontrer vos obligations personnelles? Hypothèque, auto, mon voyage, puis mes enfants, le prêt de garde, l'assurance, tout le kit. Est-ce que vous avez une idée de combien ça vous coûte par mois? Bon, là, les gens sont comme, non. Donc là, je leur dis souvent, retournez à la maison, regardez votre compte ou vos comptes, dépendamment comment ça se fonctionne, et faites un petit sommaire de où est-ce que vous avez dépensé l'argent dans les 3 derniers mois. Combien vous avez dépensé en épicerie, combien vous avez dépensé en frais publics, combien vous avez dépensé en take-out, en restauration, ou choses comme ça. Les gens demeurent très surpris de savoir après ça combien d'argent qu'ils ont dépensé effectivement dans toutes ces catégories-là. Une fois qu'on a notre portrait, là, la deuxième étape, c'est de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser tous ces argents-là dans toutes ces catégories-là? Dans certains cas, évidemment, l'hypothèque, c'est un no-brainer. L'assurance, c'est un no-brainer. Il y a des choses là, qui sont des incontournables, puis il y a des choses qui sont variables.
Donc, là, si on y va avec, on y va avec cet exercice-là sans nécessairement dire on va mettre les gens au craft dinner. On va dire, moi j'aime ça, mais en tout cas, le Uber Eats, la facture de si tu fais ton total de commandes de Uber Eats, là, des fois, tu peux être bien, bien surpris. Moi, j'ai dit, papa. C'est surprenant encore combien qu'on dépense. Donc, tu sais, quand on fait cet exercice-là, puis on regarde effectivement, tu sais, comme combien, le total que j'ai besoin, puis là, je dis, OK, moi, j'ai ma conjointe, elle contribue tant, mais moi, ça veut dire qu'il faut que je comble la différence. Donc, le minimum que j'ai besoin ou que je souhaiterais recevoir, ça serait ça. Donc là, après ça, on se retourne vers l'organisation, puis là, on dit, OK, l'organisation génère, comme tu dis, tant montant de salaire, tant montant de revenus bruts. Certains sont variables, certains sont fixes. Donc, on mise sur qu'est-ce qui est consistant et qu'est-ce qui va nous permettre de verser de façon consistante la même paye toute l'année. Qu'est-ce qu'on veut éviter, c'est de dire « Oh, ce mois-ci, il est vraiment bon, donc on va y aller avec tant montant. Le mois prochain, il n'y a pas assez de liquidité, je ne peux pas m'en verser. » Donc, on veut que ça soit consistant. Donc, généralement, on va y aller de façon conservatrice. On va commencer avec un chiffre qu'on est capable de maintenir. Puis, au fil du temps, au fur et à mesure que le cash flow augmente, puis que, tu sais, on a un meilleur flux de trésorerie, puis qu'on est capable d'en prendre plus, puis de maintenir plus, bien, on l'augmente de telle façon parce qu'on rencontre un certain minimum. Donc, le minimum étant, tu sais, on vise habituellement le 60 000 parce que le 60 000 va chercher notre contribution maximale au RRQ ou au CPP. Donc, ça nous arrive à la première tranche, si on veut. Okay. Par la suite, on va considérer augmenter le salaire pour si quelqu'un est intéressé à faire des contributions à un REER, par exemple. On va favoriser l'économie et personnelle et au niveau de la corporation. On veut créer des petites réserves qui vont permettre aux gens de savoir que si 2 mois de pandémie arrivent, qu'il y a de la liquidité dans l'entreprise qui va nous permettre de continuer à se verser des salaires, même s'il n'y a pas de subvention ou peu importe. Donc, on essaye là, de garder ça conservateur, puis c'est pas parce qu'on peut en payer plus qu'on devrait nécessairement. Non, c'est ça, effectivement. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Là, c'est sûr que si tu augmentes tout le temps tes salaires, ben, tu augmentes tes dépenses. Donc, tu ne vas pas nécessairement avoir toujours un bon profit à la fin de l'année suffisant pour le réinjecter dans l'entreprise ensuite. C'est sûr qu'il y a les entreprises qui veulent grandir, surtout les petites entreprises. Puis je pense que c'est important, surtout dans ces moments-là, que les petites entreprises considèrent de dire OK, on va mettre un gaz sur la croissance. Là. Ben, c'est important. Puis je pense que ça prend des liquidités pour faire ça. Tu peux pas. Puis pour grandir, il faut augmenter les dépenses. Fait que, pour augmenter les dépenses, ça prend plus de cash flow. Fait que je pense que c'est intéressant aussi de faire le parallèle entre ça te prend un budget personnel aussi. Que tu es un entrepreneur ou que tu ne le sois pas. Puis ça prend une vision un peu. Moi, j'ai un fichier de cash flow personnellement mensuel que je regarde tout le temps. Là, parce que. Tous les jours. C'est ça, je n'ai pas payé mes taxes de bienvenue sur 12 mois. Là, sont arrivées à un mois en particulier. Puis les taxes scolaires, les taxes municipales sont arrivées aussi à un mois en particulier. Fait que même si on a un portrait dans notre tête, parce que souvent, je pense, il y a le budget, mais les gens, comme ils ont le budget annuel, parce que souvent, ça vient des. Les assurances qui viennent chez vous, puis là, toi, t'es quel profil, puis blablabla, puis là, on va te faire ta pointe de tarte, puis là, t'es comme, c'est ça mon budget, puis moi, j'ai ça, puis là, ils prennent ton budget global, puis après, ils vont te le diviser, mais c'est parce que ça prévoit peut-être pas nécessairement que quand tu as payé tes taxes de bienvenue, il fallait aussi que tu donnes 200$ pour la pension aussi, puis whatever. Fait qu'il y a des fois, c'est bien d'avoir nous-mêmes une bonne compréhension de ça, je pense. Là. Fait qu'autant la bonne comparaison que je peux faire également, c'est les gens quand ils achètent des maisons, par exemple, quand on va se faire comment qu'ils disent, le pré-approuvé pour l'hypothèque. Oui, ouais, c'est ça, là, en tout cas, moi, j'ai vu ça, là. C'est comment ça s'appelle? En tout cas, donc là, on va à la banque, là, on donne nos salaires, puis ils nous disent « Hey, félicitations, vous pouvez acheter une maison de 800 000. » Oh oui! Là, on s'en va au magazine, mais quand on remplit l'application, là,
Ils ne demandent pas si on a des frais de garde là-dedans. Ils Ah ne non, te non, demandent pas combien ton garçon de 17 ans mange par semaine. Ils c'est ne te ça, demandent là. pas combien d'essence qu'il faut que tu payes par semaine ou quoi que ce soit. Ils parlent rien de ça. Là. Ils veulent savoir si tu as d'autres obligations financières, tu as une voiture, puis ils te demandent c'est quoi ton revenu. Et avec ça, eux autres, ils regardent la capacité que les gens de payer. Mais c'est pas un calcul qui est, à mon avis, très juste et équitable, parce que les gens Non. s'embarquent dans des hypothèques après ça. Puis là c'est pas, t'as pas de variation. Là, tantôt, on disait, ben, qu'est-ce qui serait souhaitable à recevoir? Là, c'est une obligation parce que si j'ai pas cet argent-là pour payer mon hypothèque, je pourrais perdre ma maison, là. Non, c'est ça. Ben écoute, il y a des personnes, ça dépend des habitudes de consommation des gens, Oui. je pense. Moi, là, je sais que avec une personne en particulier, on regardait, tu sais. Ah, mais toi, tu gagnes moins que moi. Comment ça se fait que tu as plus d'argent dans tes poches à la fin du mois? Et, Absolument. moi, je ne vais pas au restaurant à chaque fin de semaine. J'achète pas en ligne des vêtements tout le temps. Je suis moins compulsive puis je contrôle beaucoup plus les liquidités que j'ai parce que ben, j'ai des projets X qui font en sorte peut-être que je me comporte d'une certaine façon en tant que consommateur, mais il y a des gens qui sont, tu sais, qui, juste les habitudes de vie coûtent cher, tu sais. Quelqu'un Oui. qui, tu sais, c'est pas pour juger les habitudes de vie de personne, mais c'est vraiment d'avoir cette compréhension-là que tes habitudes de vie, ils ont un coût. Parce que c'est pas des besoins essentiels, les habitudes de vie, nécessairement, là. Oui, manger, c'est un besoin essentiel, mais encore là, il y a le choix de qu'est-ce que tu manges. Tu sais, ça revient toujours à cette question-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de voir aussi, de se questionner sur nos habitudes de vie. Je pense qu'on peut faire le parallèle aussi avec l'entreprise. L'entreprise, elle a des habitudes de consommation aussi, des habitudes de vie, elle a certains comportements. Fait que je pense que C'est un besoin ou c'est-tu une préférence? exactement. Fait que, tu sais, c'est de voir comment est-ce que l'un influence l'autre, puis comment est-ce qu'on peut contrôler ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on peut contrôler, par exemple. Tu sais. Oui, Tu ne pourras pas absolument. contrôler les sommes que tu vas remettre au gouvernement. C'est hors de ton contrôle. Oui. Enfin, tu choisis d'influencer tes activités. Mais tu peux contrôler, par exemple, le nombre d'employés, les salaires. Tu sais, tu peux contrôler beaucoup de choses. Là, tu sais, tu peux contrôler la publicité, tu peux contrôler les frais de représentation. Tu sais, il y a bien des choses que tu peux contrôler à l'interne avant de commencer à dire, tu sais, avant d'être surpris par des choses comme ça. Absolument. Donc, oui, je pense que c'est super de belles discussions encore. Vraiment intéressantes. Je pense que ça va éclairer les gens sur les habitudes de consommation, mais aussi sur quel profil peut-être qu'ils se situent. J'espère que ça va donner l'envie aux gens de prendre contact avec des professionnels avant de commencer à se catégoriser eux-mêmes dans certains trucs, soit par rapport aux revenus ou par rapport aux besoins. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder beaucoup plus de choses que ça. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette conversation-là. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi encore aujourd'hui pour parler de ça. Et je pense qu'on va pouvoir trouver des inspirations pour d'autres sujets le fun. Je pense que J'en ai aucun doute. oui, je pense qu'on va être créatifs les deux. Je pense qu'on va être bonnes. Merci beaucoup, Marie.